Merci Pierre-Yves Lepriol, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, très heureux que la Croix soit à nouveau associée aux Semaines sociales de France. Et j'ai donc le plaisir pour ouvrir cette session de donner la parole, donner carte blanche, puisque c'est le terme que nous avons choisi, à Nelly Valence et Foucault Giuliani. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nelly Valence, vous êtes présidente du mouvement rural de jeunesse chrétienne. Alors, Pierre-Yves Lepriol disait trentenaire, pas tout à fait, vous avez 27 ans. Un mot en quelques secondes sur le MRJC ? Oui, le MRJC, du coup, c'est une association de jeunes et d'éducation populaire, donc qui est gérée par des moins de 30 ans et qui a globalement pour vocation de donner la possibilité à des jeunes de prendre des responsabilités et d'animer leur territoire dans les mondes ruraux, évidemment. Et donc en face de vous, Foucault Giuliani. Alors vous avez 31 ans. Professeur de philosophie, vous êtes fondateur du café atelier Le Dorothy à Paris. D'un mot peut-être, puisque ce lieu est particulier, il a une vocation particulière là aussi en quelques secondes. C'est un café associatif atelier porté par une quinzaine de chrétiens. Voilà, et on tente de mettre en place des conférences, des activités de service social et puis des activités de transmission de savoir-faire manuel. Voilà, donc c'est un lieu porté dans la foi mais ouvert à tous. Voilà, et vous êtes l'un des 3 auteurs d'un livre récent et remarqué, La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique, coécrit avec Paul Colrat et Anne Vélès au Seuil. On a eu le plaisir de vous lire ce matin dans La Croix, en levée de rideau de ces semaines sociales de France, mais c'est un plaisir tout aussi grand donc de vous écouter à présent. Vous avez carte blanche, je vous laisse la parole à l'une puis à l'autre. C'est à vous. Merci pour cette introduction. Déjà pour commencer, je voudrais vous partager quelques illustrations qui peuvent venir dire un peu d'où viennent parler les jeunes de notre génération, vu que c'était la demande qui nous était faite. Alors en sachant évidemment que nous, on représente qui nous sommes et nos parcours, mais bon, on va se faire porte-parole quand même de cette génération. Donc moi, je suis d'une génération qui est globalement née dans les années 90. Ce que je vais dire vaut sûrement d'autant plus pour les plus jeunes, ceux qui sont nés encore après. C'est une génération qui a été bercée par le récit du changement climatique. C'est une génération qui a grandi avec, en entendant aux infos les canicules à répétition, les conflits géopolitiques climatiques, l'injonction à diminuer son empreinte carbone. C'est aussi une génération qui a connu comme seuls exemples de grandes coopérations internationales, en tout cas les plus médiatisées, les COP, les conférences des partis, d'autant plus depuis 2015, depuis la COP 21. Mais qui chaque année se révèle avec un petit lot de déceptions. Et du coup, c'est aussi une génération à qui on vient faire porter le poids aujourd'hui d'être les derniers à pouvoir encore agir pour sauver la planète. Alors c'est vrai que du coup, quand on dépeint un peu ce portrait, on observe qu'il y a quand même certains de mon âge aujourd'hui qui se sentent en colère de recevoir une terre dont on a si peu pris soin depuis une centaine d'années. Il y en a qui sont aussi en colère de se rendre compte que le constat des inégalités à travers la planète et des violences qui sont faites envers des hommes et des femmes continue et même s'accentue. Il y en a qui se sentent dans une impasse, qui sont parfois poussés à des choix radicaux. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a aucun fatalisme qui n'est acceptable. Donc ouais, il y en a beaucoup qui sont en colère. Mais je suis aussi, c'est aussi une génération qui accepte de moins en moins le business as usual, le fait de faire comme avant et qui attend un changement. C'est aussi, sont aussi des jeunes qui se projettent pas forcément dans un emploi unique toute sa vie, mais plutôt qui peuvent être prêts à un risque d'un peu plus de précarité pour allier profession et conviction. Alors, si je dis ça un peu en entrée en matière, c'est plutôt pour donner quelques clés de lecture, mais je veux aussi attirer l'attention que quand on parle de génération, il faut faire attention à ne pas les opposer, parce que je crois que le but, il est vraiment pas de s'opposer, plutôt d'essayer de se comprendre et d'entendre aussi dans quelle décennie on a pu grandir, on va dire ces 30 dernières années environ. Et du coup, je crois qu'il est plutôt nécessaire de partager ensemble les constats sur le monde d'aujourd'hui et de les regarder pour pouvoir imaginer la suite en commun. Donc, par exemple, moi, pour ma part, je vais vous dire quelques éléments aujourd'hui qui m'inquiètent dans le monde qui nous entoure. Une première chose, c'est de voir une population qui est fragmentée par sa diversité. La diversité, au lieu d'être considérée comme une richesse, elle est plutôt, on l'entend de plus en plus, utilisée comme des moyens d'opposition.
Je suis aussi inquiète de sentir un discours qui vient s'appauvrir, qu'on nous bassine médiatiquement, qu'on ne cherche plus forcément justement cette diversité, mais qu'on ne vient plus chercher la nuance, mais plutôt une simplicité des extrêmes, une binarité dans le discours. Et puis un dernier point d'inquiétude, c'est ce paradoxe entre les alarmes qui sont lancées, notamment envers la planète, envers l'ensemble de l'humanité, et puis en fait des actions en face qui ne viennent pas forcément. Alors je reprends l'exemple très concret d'aujourd'hui. Depuis ce matin, j'ai reçu plein de notifications ou de publicités pour le Black Friday, alors que on sait aujourd'hui que c'est quand même le symbole même d'une consommation à outrance dans notre société. Donc à la place de mesures fortes qui devraient être collectives, on se retrouve avec des personnes qui portent des convictions, qui portent elles-mêmes le poids individuellement de devoir faire changer les choses pour elles, par elles-mêmes pour la société. Donc ça vient nourrir plutôt une part d'indignation en moi. Mais pourtant, moi, je ne peux pas me résoudre à considérer seulement ces alertes. Je crois qu'on vit dans un monde, par exemple, qui a aujourd'hui les moyens de contrer la faim dans le monde. Le problème, il est uniquement politique. On vit aussi dans un monde où les solidarités sont nombreuses et où il y a des initiatives qui fleurissent partout pour lutter contre l'isolement des personnes, par exemple. Donc, en gros, moi, je vois quand même un monde qui regorge de signes d'espoir, de personnes qui luttent au quotidien, des étincelles de foi, de sens qui existent encore. Et ça vient nourrir plutôt une part d'espérance et aussi une part d'enthousiasme en moi. Donc, quand j'entends le thème des Semaines sociales de France, « Osons rêver l'avenir », je trouve que ça tombe à point nommé dans un discours aujourd'hui qui ne nous permet pas forcément, et puis c'est un marasme ambiant qui ne nous permet pas toujours de se projeter. Moi, je crois que rêver l'avenir, c'est nécessaire pour se donner un horizon politique et un élan positif pour aller de l'avant. On parle des fois de rêve, d'utopie, de futur désirable. C'est des choses assez similaires. Et je crois que c'est pas juste des vœux pieux qu'on balance en l'air, mais c'est bien des horizons qui doivent nous guider pour nous faire avancer. Et des caps à se donner collectivement. Alors, voilà, moi dans tout ça, qu'est-ce que je vois de l'avenir ? Ça, c'est une grande question. Pour tout vous dire, quand on m'a posé cette question, moi, je me suis revue il y a quelques années à un moment de ma prise de conscience sur l'état de la planète. Ma vision de l'avenir, à ce moment-là, elle n'était pas très brillante. J'ai lu un certain nombre de textes qui décrivent l'état déplorable de la planète, qui soulignent des inégalités qui ne s'arrêtent pas, qui parlent aussi d'un effondrement qui vient nous pendre au nez, sans qu'on puisse plus rien faire pour l'en empêcher. C'est des lectures qui m'ont touchée à ce moment-là. C'est des lectures qui m'ont touchée, et puis ce qui m'a touchée aussi, c'est des pensées anxieuses qui viennent chuchoter qu'on ne peut plus rien faire, que tout cela est trop grand et qu'aujourd'hui on ne peut plus que subir. Ça en est même devenu tentant de se dire que dans ce cas-là, autant de rien faire. Et puis profiter de la vie tant qu'on peut en profiter. Ou alors, à l'inverse, aller s'enfermer de mon côté et préparer un petit îlot autosuffisant qui résistera quoi qu'il en soit. Et puis on attendra que ça s'effondre pour tout recommencer, quoi. Voilà. En réalité, moi, je ne sais pas du tout si le monde s'effondrera. Et je crois que ce n'est pas vraiment ce qui est important. Enfin, je crois que je m'en fiche même de le savoir. Je crois qu'il ne faut pas attendre que ça arrive pour se dire qu'on peut construire un futur désirable. J'ai la conviction qu'on va avoir la possibilité de vivre un futur qui sera vivable et humain. Ça, c'est mon espérance. Mais l'avenir, de toute façon, il ne pourra pas être le même qu'aujourd'hui. En introduction, Dominique nous citait un certain nombre de crises et le présent ne fait qu'évoluer. Mais pour autant, je crois que ce n'est pas une fatalité qu'il faut subir. C'est plutôt une direction à prendre qui doit être un choix à faire et justement qui peut être porteur d'enthousiasme. Donc moi, je crois qu'il est nécessaire de porter un regard global sur l'avenir, d'entreprendre une démarche intégrale. La dignité humaine, elle doit être au cœur de tout ce qui se construit pour la suite. Il faut aussi trouver une cohérence entre le soin de la Terre et le soin des êtres humains. Donc par exemple, comme on parle de rêve, moi je peux vous dire que je rêve de joie, de festivité, de convivialité. Je rêve d'une écoute réelle de l'autre. Je rêve de faire ensemble. Je rêve de liberté, de solidarité. Je rêve de soins les uns envers les autres et puis aussi envers la planète. En résumé, je crois que je rêve d'un monde juste, convivial, soutenable et ouvert. Alors ces horizons, moi je crois ces rêves, c'est important de les partager. C'est important de les partager pour avoir des horizons communs. Et puis ensuite, c'est pas juste des jolis horizons à regarder depuis notre fenêtre, c'est plutôt des horizons vers lesquels aller.
c'est une raison de se mettre en action. Voilà, oser rêver l'avenir, c'est bien une raison de se mettre en route. Au MRJC, on m'a posé la question il y a quelques années de ce qui me pousse à m'engager. Alors ma réponse, je vous la cite parce que je l'ai retrouvée, c'était la volonté de contribuer au chantier infini qui amène toujours à réinventer et à questionner pour aller vers un monde meilleur. Il me semble que ce chantier, il est infini, de toujours réinventer et d'aller vers du mieux. C'est une occasion perpétuelle de se mettre en lien et de venir avancer ensemble. Et c'est un terrain de jeu qui se renouvelle en permanence. C'est un champ des possibles, en fait, il faut le voir comme tel, un champ où on peut inventer et aller de l'avant. Donc du coup, si je m'engage, moi, c'est déjà pour être en lien avec les autres. Et par là, c'est faire société. Je crois que c'est dans le lien aux autres et dans l'utilité qu'on crée de ça qu'on vient se développer. Autant dans le lien, des fois en prenant des risques, c'est le jeu aussi. Et puis c'est cette action qui vient nous rendre humains ou humaines dans mon cas. Moi j'ai la conviction que l'action elle est féconde et que dans sa réalisation directe, enfin elle est féconde dans ce qu'elle produit, mais aussi dans ce qu'elle vient produire dans chacun d'entre nous, chacun et chacune. Voilà. Et puis je crois que la dernière raison de pourquoi je m'engage, c'est que c'est la seule manière d'être en adéquation avec moi-même. Je ne peux pas accepter de rester là sans rien faire. Entre la perception du monde, dans ces rêves que je vous ai partagés, et puis la perception du monde dont je parlais au début, la seule manière de relier les deux, c'est de créer le chemin qui est inventé entre les deux. Voilà. La foi là-dedans, moi, elle vient nourrir des convictions, elle vient nourrir des valeurs, et puis une éthique qui vient être le pendant du politique et de l'action. Relire mon action, ça vient lui donner aussi son ancrage. Et c'est aussi une dimension qui vient transcender autant l'individualité que l'immédiateté. Ça permet de dépasser le moment où juste on agit. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'engagent. Il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, ils étaient grandement présents dans les marches pour le climat, par exemple. Certains vont faire le parti des engagements radicaux, ce que j'évoquais un petit peu au début. Il y en a beaucoup qui viennent construire des alternatives. Et on voit des mobilisations un peu partout. Alors, à l'échelle locale, je crois que ces mobilisations, elles doivent avoir lieu à un peu toutes les échelles. L'action locale, elle est nécessaire. C'est elle qui vient agir concrètement au plus proche de la vie des gens. C'est elle qui peut venir toucher chacun, chacune. Et elle apporte des leviers concrets aussi de changement. Et puis voilà, elle a ce rôle de venir se transformer les personnes, transformer les collectifs, transformer les communautés. Et c'est ce qui permet aussi de prendre part à chacun et chacune de prendre part au débat et de se sentir concerné, de construire ainsi cette fameuse vision commune. Mais je crois que l'agir local, il ne se suffit pas à lui-même. Il doit être ancré dans une réflexion globale. Et c'est là qu'entre en jeu le rôle des responsables politiques. Aujourd'hui, il y a quand même un réel enjeu de dialogue entre les responsables politiques et puis les personnes concernées. Alors, on dira en particulier les jeunes, en particulier les personnes précaires, les personnes qui sont à la marge de cette société, en tout cas dont on parle le plus dans les médias. Et ça, c'est nécessaire parce que c'est ce qui nous permettra de construire et d'avancer ensemble vers justement ces futurs désirables. C'est aussi nécessaire pour trouver ce qui vient nous rassembler et d'aller au-delà de ce qui nous divise en termes de, là je parle en termes de société, l'échelle globale. Et puis pour finir, je voudrais finir par rapport à ce que Dominique évoquait. Elle parlait de la défiance qui a emparé un peu toute la société. Il est nécessaire aujourd'hui de reconstruire une confiance. La confiance, elle pourra être établie seulement dans le dialogue et dans l'écoute réelle, et une écoute profonde qui vient animer les uns et les autres. Et je crois que c'est ainsi qu'on pourra avancer ensemble vers des futurs désirables. Merci beaucoup, Nelly Valence. On vous a écouté. J'entendais d'ailleurs ce que vous disiez sur l'espérance, sur le champ des possibles, sur le fait que votre génération, qui était sujette forcément à l'éco-anxiété, voilà, tout ça faisait écho à une citation que je cite de mémoire. C'était il y a quelques semaines, dans la dernière page de La Croix. Vous savez, on a des citations, et celle de Martin Luther King. Voilà, même si je savais que le monde allait finir demain, je planterais tout de même un pommier. Je vous laisse la parole maintenant, Foucault Giuliani, pour un quart d'heure.
Merci aux Semaines sociales pour l'invitation. Je commencerai avec une citation de Camus que j'aime bien. Camus dit donc que j'ai un trou de mémoire. Oui, non, c'est pas grave. Je vais laisser Camus de côté. Non, voilà, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Voilà. Et donc, il me semble qu'en fait, c'est très difficile de rêver l'avenir si on ne commence pas par tenter de comprendre, en fait, de penser le présent. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de difficultés à savoir ce qui nous arrive. Et donc, je vais essayer, de façon un peu philosophique et conceptuelle, mais d'essayer de comprendre déjà quel est notre présent. Et ce présent me semble déjà déterminé par un affect très particulier qui est la peur. Or, la peur, il faut essayer de comprendre déjà de quoi avons-nous peur et qu'est-ce qu'elle finalement laisse en nous, qu'est-ce qu'elle dépose en nous. Alors, il y a des faits évidents, on pourrait dire éclatants, pour essayer de comprendre les causes de cette peur. Un système économique défaillant, un ordre écologique qui est vraiment mis à rude épreuve. Et donc, mécaniquement, cela crée la volonté de se replier, on pourrait dire, sur une sphère familiale ou locale. Et donc, finalement, on en vient à penser que le bonheur n'est seulement possible que dans le cadre de nos amitiés, le cadre de nos engagements locaux. En réalité, je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement de nommer ce qui suscite notre peur. Je pense qu'on est devenu dépendant d'un modèle qui nous dégoûte. Nous sommes devenus dépendants d'un modèle qui nous dégoûte, qui tient par l'habitude, par l'intérêt. Et ce modèle, je pense qu'on peut le nommer, c'est le capitalisme mondialisé. Le capitalisme mondialisé qui a toute licence d'expansion depuis l'écroulement d'un communisme d'État, qui a lui aussi fait beaucoup de mal et en effet dont il ne s'agit pas ici d'être nostalgique. Le capitalisme mondialisé, il étend finalement son règne destructeur depuis maintenant 40 ans sur l'ensemble de la planète. Il est l'organisation méthodique de la captation générale du vivant, la captation méthodique des forces de travail aussi, qu'il fait servir dans une optique de profit avant tout. Il est la confiscation des biens communs à des fins de maximisation du profit. On sait que le capitalisme ne va pas faire la différence finalement entre un produit artificiel et une ressource naturelle. Finalement, elle est d'abord envisagée comme un stock plus ou moins valorisable. Donc certes, il y a parfois des mesures qui vont à l'encontre de ça, juridiques et morales, mais on voit bien qu'elles sont souvent battues en brèche. Et de nombreux pays, je pense au Brésil, je pense au Congo, je pense à tout un tas de pays, subissent vraiment le règne du tout capitalisme. Ce qui n'est pas notre cas ici en France, du moins pour le moment. Donc pour résumer, le capitalisme est un phénomène social total. Il est faux de penser qu'il est simplement un phénomène économique, il a un phénomène technologique, juridico-politique, il porte même une forme d'idéologie qu'il s'agit de voir. Il accompagne finalement une forme de politique qui est celle de la politique de la puissance, j'appellerais ça comme ça, c'est-à-dire une politique qui résonne en termes de normes d'efficience, de concurrence entre États et de lutte du tous contre tous en vue de s'accaparer les ressources qui font la puissance. Vu ces conditions, évidemment, il n'est pas étonnant que la peur de la catastrophe nous étreigne. Et tout le paradoxe, c'est que le capitalisme s'est présenté, on pourrait dire, comme la fin de l'histoire, le seul modèle valable. Or, on voit en effet qu'il met en œuvre la fin de l'histoire, mais pas, disons, comme l'horizon désirable qu'il prétendait être, mais comme la catastrophe permanente qui, quand même, risque de nous condamner. Alors je reviens à Camus qui, dans les années 50, a fait une conférence intéressante à Athènes en 1955 et réfléchit à la question du tragique. Et il se demande finalement qu'est-ce qui fait le tragique. Et il arrive à cette définition, l'avenir est incertain et le présent dramatique. Voilà la condition qui fait le tragique. Donc en fait les époques qui réfléchissent en termes de tragique, les moments littéraires aussi où on crée des pièces tragiques sont des moments où on vit un tournant dangereux. À première vue, on pourrait se dire, voilà, on vit une époque tragique. Typiquement, il y a un tournant dangereux, il y a un avenir incertain et le présent dramatique. Pourtant, je pense que, on pourrait dire, le paradoxe de notre époque, c'est qu'il y a certes l'idée d'un avenir incertain, et en même temps, il y a cette catégorie du fatal. C'est-à-dire qu'on a l'impression, finalement, que l'histoire est déjà écrite, qu'on va vers notre fin. Et cela de façon tout à fait inarrêtable. Or, dans la tragédie, notamment, on voit que ce qui est en jeu, c'est la liberté. Au fond, les personnages semblent certes pris dans des réseaux de déterminisme puissants, mais ce qui fait finalement l'intérêt d'une tragédie, c'est qu'il y a toujours un impossible qui est là, une liberté qui est en jeu. Et donc finalement, notre époque est bien plus marquée par le fatal que par le possible. Donc je ne la dirais pas tragique en ce sens-là.
les rivalités entre les grandes puissances semblent conduire de façon comme ça inarrêtable à une catastrophe. Donc au fond, si on revient à la question de la peur de notre époque est particulièrement nocive, car en fait, ce n'est pas une peur, c'est une angoisse. Comment on différencie la peur de l'angoisse ? Je pense qu'il y a un critère assez simple, c'est que la peur, elle porte sur un objet précis. Elle porte sur un objet, disons, délimité. Elle est donc, on pourrait dire, on peut la raisonner dans un sens. Le problème de l'angoisse, c'est que ce qui vient à effrayer, c'est l'ensemble du donné, quoi. C'est l'ensemble de l'existant, voire même c'est un existant qu'on ne sait pas situer. Or, on voit aujourd'hui que finalement la peur, on pourrait dire, vient de tous côtés. C'est presque plus du tout un sentiment, c'est un milieu dans lequel on baigne, et donc c'est une angoisse. Or, on sait que l'angoisse, évidemment, c'est difficile de penser librement, de penser de façon féconde à partir d'une angoisse. Donc, pour finir ce parcours sur la peur qui nous étreint, je pense qu'elle a une cause que j'ai essayé de décrire. Je pense qu'elle a un effet qui est celui de nous conduire dans une forme de désespoir, c'est-à-dire et d'une forme de panique, c'est-à-dire un désespoir paniqué, on pourrait dire. Et donc, il s'agit aussi de voir que dans ce contexte, on aborde les problèmes sur un fond, on pourrait dire psychologique et passionnel, qui est très, très mauvais. C'est-à-dire que c'est très dur de résoudre un problème quand on est dans un état d'esprit qui est celui-ci. Alors ça, c'était, je pense, un tableau assez sévère, mais finalement assez proche de la réalité de notre situation historique. Néanmoins, je pense qu'il faut passer un second temps à comment faire dans cette situation. Il y a un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot alternative. Je pense que finalement, nous sommes devant l'obligation de penser une alternative radicale au modèle existant. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ici, je parle en tant que croyant, en tant que chrétien. Je pense qu'il faut passer d'une histoire dominée par le pouvoir à une histoire où on tente de donner une place à la grâce. Je pense qu'il faut tenter de passer à une histoire régie par la volonté des hommes, qui est toujours prompte en fait à virer en volonté de puissance et en volonté de domination, à une histoire qui est pensée comme pouvant être régie par Dieu. Et donc c'est très ambitieux puisque c'est un enjeu qui est à la fois spirituel et politique, mais je pense finalement qu'on est à une époque où on ne peut plus finalement s'autoriser à penser à un niveau simplement national ou à un niveau non universel. Les économies, les pays sont trop interconnectés, les chaînes de production de valeur sont trop mondialisées et notre conscience humaine, finalement, épouse les contours même du monde. Et donc, nous avons besoin d'un sens, on pourrait dire, total, d'un sens pensé au niveau universel. Or, il me semble que, justement, la foi nous permet de vraiment penser l'idée d'une histoire qui ne serait pas celle de la volonté de puissance, mais qui serait celle véritablement d'une histoire où Dieu aurait sa force créatrice à l'œuvre. D'ailleurs, c'est, on pourrait dire, dans le droit fil de l'Évangile, puisque le Christ peut être vu comme une figure de renversement de l'histoire. Si le Christ, à un moment donné, est assassiné, c'est bien parce qu'il a un effet sur les pouvoirs établis de son temps. Il ne peut pas être ignoré. Les pouvoirs spirituels et politiques de son temps ne peuvent pas l'ignorer, tout simplement parce que ce qu'il est en train d'interroger par ses actes et par ses paroles, c'est le fondement même du social. Il est en train de dévoiler que le fondement du social, c'est la force, c'est l'injustice, et il propose un retournement à travers la notion de communion. Et cela, les forces en place ne le supportent pas. Donc je pense que le rôle du chrétien face à toute situation en fait politique, et lorsque nous vivons des périodes historiques troublées, c'est d'opérer, si vous voulez, ce dévoilement d'un retournement possible de l'histoire. Comment procéder pour penser plus précisément cette alternative ? Je propose la penser en 3 temps. Déjà, penser la source de l'alternative, c'est-à-dire la dimension spirituelle de l'alternative. J'ai la conviction profonde, je pense que dans notre génération, on est plusieurs à le penser, que hors d'une expérience spirituelle puissante, enracinée, connectée avec une tradition de longue durée, nous serons impuissants, en fait, nous resterons impuissants pour véritablement entraîner le changement qu'il faut imprimer sur l'histoire. Donc nous devons, je pense, avoir un premier geste qui est celui, on pourrait dire, d'une forme de
d'humilité, c'est-à-dire de reconnaître que la communion qu'on veut essayer de mettre en œuvre, puisqu'au fond, le seul rêve que moi j'ai pour l'humanité, c'est tout simplement celui de l'Évangile, ça serait déjà pas mal. J'ai pas trop d'autres rêves à proposer que celui-là, donc une vie fraternelle, à égalité les uns avec les autres, pour le bien de tous. Voilà, c'est le seul rêve finalement que j'ai. Il me semble que le geste du chrétien, c'est de reconnaître d'abord que, on pourrait dire, ce désir-là, il vient d'ailleurs. Il lui est communiqué par Dieu. Comment? Dans la prière, dans la vie fraternelle, dans l'expérience tout simplement de l'échange, de la charité, de l'amour. Et donc en fait, il faut déjà se disposer, je pense, à vivre, on pourrait dire, la réception de cette communion qui vient de loin, en fait. Et que la recevant, ensuite, il s'agit de tenter de l'accroître, d'accroître son règne ici-bas. Voilà, moi je verrais, disons, la dimension spirituelle de l'alternative comme déjà la compréhension que nous ne sommes pas ici comme de petits volontaristes agités qui, ex nihilo, créons tout, mais que notre premier mouvement, c'est un mouvement de recevoir un esprit qui est là, qui transcende le monde et en lequel nous avons foi. Évidemment, c'est un acte de foi, et il n'y a pas de possibilité de prouver ici quoi que ce soit, mais c'est finalement la tension dans laquelle le chrétien se tient, c'est d'être convaincu et nourri par quelque chose qu'il ne peut pas finalement prouver rationnellement. Le deuxième élément de l'alternative, c'est la dimension politique. Et je dirais que c'est le contenu de l'alternative et non plus la source. Eh bien, ce contenu, finalement, pour moi, il est assez simple à définir. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer là-dessus sur la doctrine sociale de l'Église catholique, qui, à mon avis, met le doigt sur les bonnes questions. Elle parle de bien commun. Elle définit le bien commun comme l'ensemble des conditions matérielles et spirituelles permettant à toutes les personnes de vivre une vie accomplie. Et elle déploie un autre concept qui me semble très intéressant, qui est celui de destination universelle des biens. Qu'est-ce que ça veut dire, la destination universelle des biens? Ça veut dire que les biens de base, aussi bien naturels qu'artificiels, sont à destination de tous. Ça nous renvoie au capitalisme au départ, qui privatise les biens. C'est anti-doctrine sociale, on pourrait dire, cette approche des choses. Deuxième élément de la destination universelle des biens, la dignité de l'homme exige que chacun ait accès à ces biens fondamentaux. Troisième élément, les structures politiques, économiques, administratives, etc. ont pour seule tâche, en fait, pour tâche prioritaire, d'organiser la juste production et la juste distribution de ces biens à une échelle mondiale, évidemment, puisqu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les économies sont interconnectées, interpénétrées, donc il faut immédiatement penser au niveau supérieur. C'est là où le piège, on pourrait dire, du local, c'est de nous faire croire qu'on va changer finalement le monde en restant à un niveau où malheureusement on n'a pas la main sur les lois. Et puis il y a un quatrième élément, on pourrait dire la destination universelle des biens, c'est tout simplement l'idée que les exigences de justice et d'égalité priment sur, on pourrait dire, les revendications de propriété et d'intérêt privé. Donc en fait, moi ce que j'attends à ce niveau-là, c'est une réflexion politique, organisée tout simplement déjà dans un sens de discernement, c'est-à-dire quels sont ces biens de base qu'il faudrait pour tous. Et dans un second temps, l'organisation de leur juste distribution. C'est à mon avis, pas voir ça comme objectif, c'est laisser forcément le capitalisme à l'œuvre dans sa logique de domination et de rétribution inégalitaire des biens à l'échelle de la planète. Or, on sait que la rétribution inégalitaire crée en retour des logiques de violence et que c'est le cycle infernal de l'histoire qui se répète. Et je pense que les chrétiens doivent, certes, évidemment, comprendre que proposer ce discernement à l'échelle mondiale et se battre pour ça, ça va être extrêmement difficile, c'est extrêmement ambitieux, mais c'est absolument nécessaire de partir dans cette perspective. Sinon, le capitalisme n'a jamais aucune alternative, finalement, qui le mette en danger et qui l'oblige à se justifier dans ses fonctionnements profonds. La dernière dimension que j'ai envie d'aborder de l'alternative en question, c'est la question, finalement, des moyens. Quels moyens de l'alternative? Eh bien, c'est la dimension stratégique. À mon avis, à notre petite échelle, entre nous déjà, et là je parle d'un point de vue peut-être d'église aussi, l'idée d'accepter à la fois d'avoir une vie spirituelle en vue d'une organisation pratique pour mettre ces dimensions politiques dont je parlais à l'instant à l'œuvre. Cela suppose de reprendre au sérieux l'idée que les écrits théologiques, les écrits évangéliques peuvent être des sources d'inspiration pour penser les événements qui nous arrivent, politiques, sociaux, économiques, etc. Et dans un second temps, une fois qu'on arrive à utiliser ces ressources pour penser la situation,
participer à des mobilisations, participer à des alliances, de ne pas avoir peur de l'étiquette de communautarisme, non. On peut agir en tant que communauté chrétienne en vue de la destination universelle des biens et du bien commun en se disant qu'on parle pour tous et pas seulement pour nous. Et donc finalement, je pense que nous avons besoin d'organisations inspirées par l'Évangile et par les ressources chrétiennes pour ensuite se greffer à des actions qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires à l'échelle du monde. Merci beaucoup pour ces paroles vigoureuses dans lesquelles il y a matière à discussion, matière à inspiration. Je suis sûr d'ailleurs que ça va inspirer un certain nombre de questions pour nos interlocuteurs qui vont maintenant se succéder durant ces 3 jours. Je rappelle, Nelly Valence, que vous êtes présidente du MRJC, Mouvement rural des jeunesses chrétiennes, et puis Foucault Giuliani, je rappelle le titre de votre livre, La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique, coécrit avec Paul Colrat et Anne Vallès au Seuil. Je disais, vous avez donné le temps, vous avez levé le voile, un peu comme ce personnage sur l'affiche de nos semaines sociales de France. Voilà, il y a une alternative, vous disiez, il y a une perspective. Ça commence par ça.